Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui, vous voyez ma pile de lire là, enfin quoique si je recadre, vous la verrez peut-être pas, mais bref. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous filmer mon bilan du mois de la fantaisie. Alors j'espère que vous m'entendrez sans trop de bruit parce qu'en fait il y a des travaux juste à la maison en face de chez moi. C'est un peu agaçant, mais je peux pas leur dire d'arrêter de travailler et aujourd'hui c'est un peu le seul jour où je peux filmer, donc voilà, je peux pas attendre qu'ils aient fini. Donc tant pis, il va falloir faire avec. Je vais vous faire un petit bilan du coup du mois de la fantaisie. Alors normalement j'ai réussi à remplir tous les menus. Je vais pas vous faire un bilan en reprenant chaque menu, je vais vraiment vous parler de tous les livres comme ça. Donc voilà, c'est parti. En tout cas c'était un beau bilan, j'ai vraiment lu, j'ai lu au total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 livres et... oui, dedans il y a une BD, donc 11 livres et une BD. Donc voilà, c'est un beau bilan pour le mois de la fantaisie. J'ai vraiment enchaîné surtout sur la fin, puisque Steph m'avait dit que j'en avais pas lu assez. Du coup il a fallu que je rattrape mon retard en 5 jours, j'en ai lu 5 je pense. Donc voilà, ça a bien rattrapé. Donc on va commencer tout de suite. Alors je vais commencer tout simplement en précisant que j'ai relu, parce que je suis en train de relire toute la saga de l'Assassin Royal, j'en lis à peu près un par mois parce que comme une idiote, j'avais tous les audiobooks en fait, moi je les écoute en audiobook et je les avais tous écoutés jusqu'au 5 et puis j'ai jamais lu le 6 alors que le 6 termine une première saison, donc c'est complètement débile. Du coup là je me les remets tous en tête en les réécoutant, du coup là maintenant j'ai écouté le 3, donc ça compte dans le mois de la fantaisie évidemment. Comme c'est une relecture, je veux pas trop, en plus c'est un tome 3, c'est juste, c'est une saga merveilleuse, si vous connaissez pas l'Assassin Royal, vraiment c'est une saga de fantaisie d'une très grande qualité. Si vous êtes un peu réticent à vous lancer dans la fantaisie parce que vous avez peur des univers trop denses, franchement l'Assassin Royal, il faut pas avoir peur. Après c'est très lent par contre, si vous avez peur des univers lents, l'Assassin Royal est très lent. Mais au niveau de la densité de l'univers, c'est très fouillé, mais en même temps c'est pas trop compliqué à appréhender. Donc voilà, n'hésitez pas à découvrir cette saga. C'était la petite parenthèse audiobook. Et maintenant on va commencer avec cette pile à lire là. Alors je vais commencer avec ce que j'attrape sous la main. Alors je vais commencer celui-là, je l'ai lu il y a quelques jours, c'est un des derniers livres que j'ai lu pour le mois de la fantaisie, donc il s'agit de Temps mort de Ariel Holz. Ça va être très compliqué de vous l'expliquer, en fait ici on est dans de l'urban fantasy, on est dans donc en fait on va suivre un jeune homme, Tom, je pense que non Léo, il s'appelle Léo je crois, ouais non Léo, qui va se rendre chez son grand-oncle, arrière-grand-oncle ou grand-oncle, parce que ses parents sont décédés. Du coup il va devoir vivre chez lui à Paris, lui à la base il vient de Nantes. Et déjà en arrivant dans sa maison, il se dit ah c'est une demeure un peu bizarre, on dirait un peu une maison hantée comme ça. Il va se vite rendre compte qu'il y a des choses assez bizarres qui arrivent et en fait j'ai pas envie de trop vous spoiler mais finalement il va se retrouver dans une espèce de Paris parallèle, voilà, dans le périmonde où c'est une Paris très sombre, très lugubre, vraiment un monde complètement à part, voilà, très glauque. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors j'ai adoré retrouver la plume d'Ariel Holz qui est vraiment une pure merveille. J'adore tous les livres d'Ariel Holz sauf Fingis Mallister qui vont... Voilà, Fingis Mallister, j'aurais aimé s'il n'y avait pas eu des propos grossophobes, clairement. Du coup c'est vraiment... Voilà, c'est une saga que j'ai oubliée de lui, sinon toutes ces autres sagas sont vraiment exceptionnelles. Ici donc j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est très court, c'est un one shot. J'ai adoré retrouver sa plume qui est acerbe, qui est mordante. C'est vraiment quelque chose qui caractérise cet auteur, c'est cette espèce de plume, oui vraiment qui est très acerbe et que j'aime beaucoup. C'est un univers très original. Il y a énormément de rebondissements, on n'a pas le temps de s'ennuyer dans ce roman-là. Le seul défaut, c'est que je trouve que la fin est peut-être trop précipitée, trop rapide. Disons que quand j'arrivais vers la fin, je voyais qu'il restait 15 pages, quelque chose comme ça, et je me disais, ah, c'est un tome 2, enfin il y a un tome 2 en fait, c'est une saga, parce que je voyais pas trop comment il pouvait clôturer ce tome... ce tome-là, cette histoire, pardon, en à peine 10-15 pages. Et en fait non, ça s'arrêtait là. Du coup j'ai trouvé que la fin n'apportait pas assez de réponses et que l'univers aurait pu encore être plus fouillé, plus creusé pour avoir vraiment... C'est vraiment un univers incroyable avec plein de créatures fantastiques, on a des vampires, on a des ghouls, enfin voilà, on a vraiment des espèces de clans et j'aurais vraiment aimé en apprendre plus. Voilà, c'est le seul défaut, mais sinon c'est vraiment un urban fantasy qui était vraiment incroyable et que je vous conseille les yeux fermés. J'ai lu, je vous en ai déjà parlé plein de fois, je crois que vous en avez marre,
Le désert des couleurs d'Aurélie Wallenstein, qui est mon coup de cœur du mois de la fantasy. Pour ceux qui ont déjà lu Aurélie Wallenstein, Le désert des couleurs est très différent dans le sens qu'il est beaucoup plus lumineux que ses romans précédents. Alors, comme d'habitude avec Aurélie Wallenstein, on aborde des thèmes assez importants à ses yeux, notamment l'écologie et la protection animale. On y aborde aussi le thème ici des souvenirs, de la mémoire et de l'importance des histoires. Alors, ce roman-là, on va entrer dans un monde qui a été envahi, en fait c'est notre monde qui a été complètement envahi par le désert. Pour des raisons que vous découvrirez tout au cours du roman, j'ai pas envie de trop vous en dire parce que on explique les raisons vraiment à partir de quand on approche de la fin. Donc voilà, j'ai pas envie de trop vous en dire, mais c'est des raisons avec des super belles métaphores liées, je vais pas vous dire pourquoi. Et voilà, il y a des très belles métaphores. En fait, on va y suivre un peuple qui a dû se protéger, qui a dû se sauver au sein d'un cratère. Le problème, c'est que ce désert en fait est magique, dangereusement magique, puisque chaque grain de sable absorbe les souvenirs jusqu'à ce que les personnes deviennent en fait des coquilles vides parce qu'ils n'ont plus aucun souvenir. Ça me fait un peu penser à Yardam pour ça. Du coup, ils sont protégés au sein de ce cratère et ils ne peuvent pas sortir sinon ils risquent de perdre tous leurs souvenirs. Le problème c'est que le désert commence petit à petit à envahir le cratère et qu'ils ne peuvent pas, ce peuple-là ne va pas pouvoir rester éternellement là-dedans. Et alors il y a en fait un enfant magique qui va naître, c'est le fils du marchand de sable. Donc en fait il y a une femme du peuple qui va s'unir avec le marchand de sable pour mettre au monde un enfant. À chaque fois que l'enfant du marchand de sable meurt, il n'y en a qu'un à la fois, un autre enfant va être mis au monde. Du coup, en fait, cet enfant est très spécial parce qu'il va grandir déjà beaucoup plus vite, vieillir beaucoup plus vite, c'est-à-dire qu'en à peine 3 ans, il aura presque 20 ans, 18, quelque chose comme ça. Et alors, il a la particularité de ne pas être atteint par les attaques du désert, donc lui, il garde tous ses souvenirs. Du coup, le but de cet enfant, ça va être de suivre tout un périple dans le désert pour trouver un endroit dans lequel son peuple va pouvoir vivre sereinement, sans danger. Donc voilà, trouver un nouvel endroit où s'installer. Et il va être accompagné par une autre personne qui doit en fait protéger de la perte de souvenirs. Donc en fait, il doit ramasser tous les souvenirs que cette autre personne va perdre pour les lui raconter, pour ne pas que cette personne oublie. Voilà, c'était un livre vraiment immersif, poétique, poignant, bouleversant. La fin m'a fait verser toutes les larmes de mon corps, mais vraiment j'ai pleuré sur l'épilogue, j'en pouvais plus quoi. Les personnages sont hyper recherchés, sont travaillés, on ne sait pas si on peut trop s'y fier. Alors c'est très intéressant parce que du coup dans les deux personnages qu'on suit, on a un personnage très naïf, donc c'est cet enfant devenu adulte, très naïf, plein d'espoir. Vraiment c'est un personnage très solaire qui fait du bien. Et va être accompagné dans sa quête par un autre personnage qui sont complètement opposés en fait. C'est un personnage colérique, on sent que ce personnage-là a énormément vraiment de rancœur en lui, et j'ai pas trop envie de vous dire qui est ce personnage, donc c'est pour ça que je reste vague. C'est un personnage vraiment... oui, contrairement j'ai oublié son nom, à Cabalraï, pardon, qui est très solaire, ce personnage-là est très sombre et très mystérieux et a des souvenirs qui vont effrayer Cabalraï et on sait pas trop en fait si on peut se fier à ses souvenirs, etc. Donc c'est très intéressant parce que pendant tout le long du livre, on sait pas si on peut faire confiance dans les souvenirs que Cabalraï va ramasser sur ce personnage. C'était voilà, c'était magnifique, c'était conscientisant avec des messages beaux, vraiment très importants, essentiels. Je ne peux que vous le conseiller. Il me fait penser à Mère Morte pour certains messages. Il est complètement à l'opposé de Yardam, comme Aurélie Wallenstein le dit. Yardam c'est la nuit, le désert des couleurs c'est le jour, et c'est vraiment ça. Et alors il me fait penser aussi, on retourne un peu dans Les Loups Chantants pour cette quête en fait, donc
Ici, dans Les Loups Chantants, on a vraiment des personnages qui doivent affronter le froid pour se rendre d'un point A à un point B, donc ils doivent affronter des conditions climatiques vraiment très intenses. Et ici, on a la même chose, mais avec la chaleur, parce qu'ils doivent affronter vraiment le désert, les tempêtes de sable, etc. C'est un livre que je vous conseille vraiment, qui était magnifique. Si vous voulez commencer à découvrir Aurélie Wellenstein et que vous avez peur de ces histoires sombres, celui-là c'est vraiment celui que je vous conseille pour découvrir l'autrice. Alors j'ai lu Un soupçon de haine de Jo Abercrombie et celui-là ça va être impossible de vous le résumer parce que, alors déjà c'est un des premiers livres que j'ai lu et ça va être, enfin il devient déjà un peu flou dans ma tête. En gros, on est dans une espèce... C'est un monde qui n'existe pas, mais donc on est dans une espèce de révolution industrielle dans un monde médiéval. Et du coup, dans cette révolution industrielle, enfin dans ce monde, en fait, on va suivre plusieurs personnages issus des diverses strates de la société. Donc ça, c'était très intéressant parce qu'on va vraiment suivre des personnages, on a plein de points de vue différents en fait, ce qui offre vraiment une dimension très intéressante et très... enfin, qui complète complètement l'histoire. Du coup voilà, on a vraiment cette révolution industrielle, cette industrie qui bouge, où on veut vraiment produire de plus en plus, etc. Et là-dedans, ben forcément, il y a les ouvriers qui sont de plus en plus maltraités, qui doivent produire de plus en plus et qui n'en peuvent plus et qui vont commencer à se révolter. Tout ça dans un climat de guerre. Voilà, entre plusieurs royaumes. Il y a de la magie également, c'est vraiment, voilà, c'est un univers très complet et très complexe. Donc c'est pour ça que c'est très dur à vous expliquer. J'ai vraiment beaucoup aimé, alors il y avait des temps longs, j'ai trouvé que, voilà, il y avait des passages qui étaient très en longueur où je m'ennuyais. Mais mis à part ça, c'était super bien écrit. C'était vraiment très dense. Là par exemple c'est un fantasy qui est assez complexe à aborder. Et comme je vous l'ai dit, voilà, c'est très intéressant d'avoir tous ces points de vue, on suit vraiment plein de personnages différents et ça donne vraiment une dimension à l'histoire beaucoup plus complète parce qu'on a vraiment, avec tous ces points de vue là, on comprend toutes les actions des personnages et on peut se mettre vraiment à la place de tout le monde. C'est une ambiance très... Enfin, l'ambiance est vraiment très bien écrite par l'auteur parce qu'on sent vraiment cette colère monter, cette angoisse vraiment prendre le pas sur l'histoire. Et voilà, c'était vraiment un livre excellent que je vous conseille. Moi, c'était mon premier Jo Abercrombie et je suis vraiment ravie de l'avoir découvert avec cette histoire-là. Alors, Madly des livres, donc Fanny, m'a dit qu'apparemment c'était... des personnages qui avaient déjà été repris par Jo Abercrombie. C'est un tome 1 ici, mais apparemment ce serait plus un tome 1 qui reprend quand même des personnages d'une autre série de l'auteur. Néanmoins, moi ça m'a absolument pas dérangée parce que on a toutes les infos qu'il nous faut et on ressent pas spécialement qu'il y avait des tomes précédents sur ces personnages-là. Mais par contre, c'est vrai que si vous voulez découvrir cette saga précédente, ben, vous risquez d'être spoilé avec ce livre, puisque du coup si ça reprend des personnages mais plus tard, ben voilà, vous serez spoilé un peu au niveau de ce qui se passe avec ces personnages. Donc voilà, mais je sais pas de quelle saga ça vient, parce que j'ai pas fouillé plus, mais elle m'a dit en tout cas qu'elle avait déjà lu ces personnages-là dans d'autres romans de l'auteur, donc voilà. J'ai lu le tome 2 de Starfell. Starfell, je vais vous résumer vite fait le tome 1, donc c'est l'histoire d'une petite sorcière, Violette Dupin, qui vit dans une famille de sorcières très puissantes, qui ont vraiment des pouvoirs... vraiment qui font rêver. Et elle en fait, elle se sent vraiment nulle par rapport à elle parce qu'elle a seulement le pouvoir de retrouver des objets perdus. Du coup elle est dénigrée par sa famille qui ne la prend pas au sérieux et elle a vraiment du mal à vivre avec ça. Dans le tome 1, elle va s'allier en fait avec une sorcière très puissante qui va lui demander de l'aide parce qu'en fait un jour complet a disparu, le mardi, et elles vont devoir comprendre pourquoi. Dans le tome 2, cette fois, elle va partir à la recherche d'un de ses amis qui a été kidnappé. Enfin, oui, qui a été kidnappé. C'était très intéressant ce tome 2 là parce qu'il complète complètement, enfin il complète vraiment l'univers en fait. On a vraiment cet univers qui continue à se dévoiler devant nous et c'était très intéressant. On a aussi un peu de mythologie, voilà, je vous en dis pas beaucoup plus mais c'était vraiment très chouette. On continue à découvrir d'autres sorcières. Elles vivent ici dans un climat où les sorcières sont pas fort acceptées par les autres habitants, donc elle vit dans un village avec sa famille, mais il n'y a pas, je pense qu'elles sont les seules sorcières dans ce village, donc néanmoins les habitants vont régulièrement les consulter pour des services, etc. Forcément quand ça les arrange, la sorcellerie leur va bien, hein, leur convient.
Mais voilà, donc c'est un peu un univers aussi conflictuel entre les sorciers et les non-sorciers, les personnes normales. Et alors on apprend plus aussi sur le passé de cet univers, parce qu'apparemment il y avait eu une guerre autrefois, et du coup voilà, c'est super intéressant. C'est un livre jeunesse vraiment avec un univers très bien construit, que je conseille vraiment pour les ados, enfin pour les jeunes lecteurs en fait. Et voilà, c'est vraiment un fantasy très chouette pour les jeunes et pour les plus grands aussi évidemment. J'ai lu Witch. Witch, c'est toute mon enfance, hein. Qu'est-ce que j'adorais. J'avais tous les magazines Witch, je suis vraiment dégoûtée de plus les avoir. Enfin peut-être qu'ils sont au grenier mais je pense pas. Donc moi j'étais une grande fan de Witch et de Winx. J'avais oublié vraiment énormément de choses en fait. Quand j'ai recommencé à lire ce tome-là, je me suis dit ah mon dieu, ça me revenait petit à petit, hein. Mais vraiment j'avais oublié énormément de choses. Bon, en même temps je crois que ça doit faire 15 ans que je les ai plus lus. Donc ici, pour ceux qui connaissent pas, on va suivre des jeunes filles qui sont d'apparence tout à fait normale, mais qui vont en fait commencer à développer des pouvoirs et apprendre qu'elles sont des espèces de fées. Et qu'elles doivent protéger un monde. Voilà, j'ai pas grand chose à dire à part que quel bonheur de replonger dans cet univers. Ça fait du bien de replonger dans des livres de notre enfance par moments. Et voilà, bon, j'ai pas énormément de choses à dire là-dessus parce que je pense que tout le monde connaît Winx. C'est super chouette, j'adore les dessins, j'adore ce monde. Et j'ai hâte d'acheter tous les prochains tomes parce que c'est passionnant. En lecture commune avec le club de lecture Wingardium Leviosa, j'ai lu Les Dossiers du voile de Adrien Thomas. C'était mon premier livre de cet auteur et j'ai vraiment beaucoup aimé. De nouveau, mon avis devient un peu flou dans ma tête parce que je l'ai lu en début de mois, mais je sais que j'avais vraiment adoré. Alors, ce qui est chouette, en fait ici on est dans une ville en France, je crois que c'est Paris aussi. Oui, on est à Paris. Et en fait, il y a notre monde normal et il y a aussi un monde, enfin en fait il y a des créatures magiques qui vivent dans ce monde. Mais qui se cachent des humains, des personnes normales, sans pouvoir, etc. Donc on a vraiment le tout, on a des loups-garous, on a des vampires, on a des génies, enfin voilà, il y a vraiment plein de créatures magiques qui vivent parmi tous ces humains, mais qui se cachent. Et en fait, on va suivre ici Teresa, c'est Teresa, hein, Tia, pas Teresa du tout. Tia, qui elle est policière et qui a pour mission de protéger le secret. Donc elle doit protéger le voile, donc le voile c'est vraiment ce monde magique. Et elle doit, voilà, elle doit mettre de l'ordre dans tous les conflits, parce qu'évidemment il y a des conflits entre tous les clans, entre les vampires, les loups-garous, enfin voilà, vous imaginez un peu un peu l'histoire. Vraiment c'est des guerres de clans, etc. qui existent depuis toujours. Et on va suivre également sa petite sœur qui elle est une jeune adolescente qui est super drôle. Et en fait il va y avoir des meurtres, il va y avoir des personnes qui vont commencer à disparaître et cette adolescente qu'on va suivre qui s'appelle Mona, voilà, va se retrouver impliquée forcément dans l'histoire. Elle va commencer à mener l'enquête un peu par elle-même, etc. Tous ces personnages qui devraient plus communiquer. Quand on lit ce livre, on se dit, si vous communiquiez, l'affaire aurait été réglée depuis très longtemps. Mais voilà, j'ai adoré la plume d'Adrien Thomas et surtout j'ai énormément ri. C'est très moderne, on a vraiment des inserts de SMS, etc. dedans qui modernisent complètement l'histoire. Les personnages sont drôles, mais j'ai ri à de nombreuses reprises. Parfois pour des blagues qui sont vraiment hyper nulles, mais moi je riais comme une idiote. Donc voilà, c'est vraiment mon humour. Non, c'était vraiment super original, j'ai vraiment aimé avoir tous ces êtres magiques mélangés, il y a aussi des fées, etc. C'était hyper visuel aussi, la plume est très visuelle, on imagine très bien l'univers quand on lit cette histoire. Et c'était super intense, super dense, plein d'actions, vous ennuierez à aucun moment, c'est très haletant. Alors la manière dont on avait découpé la lecture commune, on aurait dit que c'était fait exprès parce que ça s'arrêtait tout le temps en plein suspense, quoi, donc c'était très frustrant. Mais c'est vraiment, voilà, ça m'a fait découvrir Adrien Thomas et c'est un peu en fait un monde mafieux. C'est ça, un monde mafieux mais magique et je vous le conseille vraiment parce que je vais découvrir tous les autres romans d'Adrien Thomas parce que c'était vraiment explosif et j'ai adoré.
Le gros échec du mois de la fantaisie, c'est la carte des confins de Marie Replin, donc Muffins and Books sur Instagram. Alors je savais en me lançant dans cette histoire que il y avait de la romance, que c'était très cliché et que je risquais de ne pas aimer. Voilà, je le savais, donc je me suis dit je vais essayer, on verra bien. Parce que j'avais vu des avis très dithyrambiques sur cette histoire et du coup je me suis dit voilà, c'est un univers de pirates, ça va être chouette, je vais peut-être aimer. Et en fait non, pas du tout. Alors au début j'avais espoir parce que le début est assez chouette malgré les clichés qui commencent dès le départ. Mais plus on avançait dans le roman, plus je levais les yeux au ciel et plus j'en avais marre. Donc ici, c'est un univers de pirates. On va suivre Blake, qui est un capitaine pirate très réputé, qui cherche un compas. Ce compas lui permettra de trouver... En fait, c'est un compas qui permet de trouver l'objet de ses désirs, de nos désirs, et du coup, ça va lui permettre de trouver la carte des confins. Et cette carte permet en fait de mener vers les confins, donc qui est un monde parallèle, je pense que c'est un univers parallèle. Et il rêve vraiment de trouver ce monde pour rendre son papa qui est décédé fier et pour surtout se faire un nom pour l'éternité. Ce compas, il va essayer de l'acheter à un voleur qui en fait se révèle être une voleuse, c'est Kali, une voleuse très réputée. Et puis là en fait on va enchaîner les péripéties parce que Blake va essayer de voler ce compas à Kali pour pas le payer, etc. Bref voilà, on va commencer à avoir beaucoup de rebondissements à partir de ce moment-là. Alors ce roman, c'est juste une romance en fait, c'est tout. Ce qui m'a énormément dérangée, c'est que en fait ça avait un potentiel énorme parce qu'on a un univers de pirates, on a énormément d'actions et de rebondissements, mais toutes les actions, tous les rebondissements, chaque chose qui se passe est prédominée par la romance. Donc ça, c'est-à-dire qu'on a une scène de combat, et dans une scène de combat, c'est juste ah, il faut que je protège Kali, ah nanana, donc en fait tout ce qui peut être intéressant est complètement effacé par la romance qui à chaque fois prend le pas sur chaque chapitre. Chaque chapitre, on a cette relation entre Blake et Kali qui, voilà, en plus c'est le type de romance que je déteste, c'est je t'aime moi non plus, hein, enemies to lovers, hyper cliché. Donc voilà, alors la plume de Marie Replin est par contre très immersive, c'est ce qui m'a fait terminer l'histoire en fait, parce que elle a une très belle plume, elle a vraiment une belle manière de raconter son histoire. Mais voilà, j'ai vraiment pas accroché parce que c'est juste un enchaînement de clichés, c'est juste de la romance, on n'a pas d'univers de pirates, on a des pirates mais au final c'est plutôt Blake et Kali en lune de miel quoi, enfin limite ils pourraient être tout seuls sur le bateau, ça changerait rien. C'est vraiment bête parce qu'on a vraiment un monde du pirate mélangé à un monde de magie parce qu'il y a un sorcier, etc. Et c'est pas bien exploité du tout et c'est triste. Voilà, et tout est attendu, et alors il y a beaucoup trop de ressemblances avec Pirates des Caraïbes, ça commence notamment avec le compas qui est exactement le même que Jack Sparrow. Du coup ça manque d'originalité, et voilà, c'est un gros échec. Je pense que vous pourrez aimer si vous aimez la romance, mais si vous n'aimez pas la romance, passez votre chemin. J'ai lu et malheureusement adoré L'enlèvement de l'épouvanteur, donc c'est une nouvelle saga de l'épouvanteur, donc une saga hors série pardon, qui met en scène Frère Wolf, qui est un moine, un jeune moine, qui va devoir se mettre au service d'un épouvanteur, j'ai déjà oublié son nom, en plus il n'y a pas le résumé, si, Johnson, et cet épouvanteur va disparaître, et du coup, va être enlevé par une sorcière, et du coup, Frère Wolf va aller chercher Tom Ward, donc, qui est le héros je pense de la saga de l'épouvanteur, j'ai pas lu l'épouvanteur donc voilà, va chercher Tom pour lui demander de l'aide. Alors je dis j'ai aimé malheureusement parce que du coup ça m'a donné envie de lire toute la saga de l'épouvanteur, et la saga de l'épouvanteur est énorme. Je crois qu'il y a au moins 13, 14 tomes, je sais pas, mais elle est énorme, du coup ça m'a donné envie de me lancer dans une saga qui est gigantesque. C'est vraiment un livre, c'était excellent. J'ai adoré la plume de l'auteur qui est elle aussi très acerbe. Alors je sais pas pourquoi mais ça me faisait penser parfois à Terry Pratchett, mais c'est peut-être juste dans ma tête parce que c'est pas du tout le même univers, hein, mais au niveau de la plume de l'auteur et de sa manière de raconter, parfois ça me faisait penser aux Annales du Disque Monde. Bon, j'en ai lu que un en plus donc je suis même pas une connaisseuse, mais bon voilà.
C'est vraiment un livre très court, il se passe énormément de choses. Ce n'est pas grave si vous n'avez pas lu la saga d'Épouvanteur parce que moi ça m'a pas posé problème. Après du coup ça m'a évidemment spoilé au niveau de la saga d'Épouvanteur, au niveau de Tom Ward et Alice, mais bon voilà, je le savais, hein. Ça c'est quand on se lance dans une saga qui est une suite d'une grosse saga déjà sortie. C'était super intéressant, plein de magie, plein de créatures magiques, de mythologie. Voilà, c'était vraiment très, très fouillé. On nous tient vraiment en haleine du début à la fin. J'ai adoré suivre Frère Wolf, ce petit moine qui est complètement naïf, complètement perdu là-dedans, mais qui est en même temps très courageux. Et c'était génial, vraiment c'était génial. Et voilà, je vais devoir commencer la saga d'Épouvanteur. J'ai lu Le Collège Maléfique 1 et 2, du coup je vais vous faire un résumé vite fait de ces deux tomes en même temps. Donc ici dans Le Collège Maléfique, on va suivre, comment elle s'appelle encore, Emma. Emma qui en fait vit avec son père et qui cache ses pouvoirs depuis des années. Là elle a 14-15 ans, je sais plus. Elle a entre 14 et 15 ans dans le tome 1. Et en fait du coup elle cache ses pouvoirs parce que si on apprend qu'elle a des pouvoirs, elle va être emmenée en fait par le ministère qui emmène toutes les personnes qui ont des pouvoirs, tous les enfants qui ont des pouvoirs dans une école. Et ça elle n'a pas envie parce qu'en fait c'est une école qu'elle voit vraiment comme une prison où elle en sait au final très peu et qui lui fait extrêmement peur. Évidemment, elle va se faire repérer et du coup, elle va devoir aller dans cette école où elle ne sait pas si elle pourra revoir un jour son père parce qu'elle ne peut avoir aucun contact avec lui. Et du coup, elle sait même pas si pendant les vacances ou quoi, elle peut retourner dans sa maison. Alors c'est une école, alors ça m'a fait penser un peu à Harry Potter, mais en même temps c'est un Harry Potter complètement différent. C'est pas du tout un copier-coller de Harry Potter dans le sens où c'est une école de sorciers, enfin pas que de sorciers en fait justement, c'est ça qui est original. C'est une école de magie, mais une école de magie complètement à l'opposé de Harry Potter parce qu'en fait on n'y a que des créatures maléfiques. Donc on a des sorciers, on a des vampires, on a des trolls, on a des créatures vraiment super originales, des espèces de créatures serpents, des gens à deux têtes, j'ai oublié le nom. Bref, vous voyez ce que je veux dire. On a vraiment toutes des créatures spéciales, enfin oui, très différentes de ce qu'on a l'habitude de voir. Et c'est vraiment une école, ce qui m'a fait rire c'est par exemple à un moment on parlait de films d'horreur, donc ils allaient voir des films d'horreur qui pour eux finissaient mal parce que c'est les loups-garous par exemple qui meurent à la fin, or pour eux les loups-garous c'est eux en fait, donc c'est une mauvaise fin, alors que pour nous c'est une bonne fin. Voilà, c'est très drôle à ce niveau-là. C'est vraiment une école, enfin j'adore quoi, les règles c'est ne pas tuer ses petits camarades, enfin c'est vraiment une école maléfique, super, voilà, c'est hyper original à ce niveau-là. La plume n'a rien de spécial, c'est une plume très simple avec beaucoup de dialogues. Emma elle va découvrir en fait qu'elle a c'est une marcheuse de rêve et elle va découvrir qu'elle a des pouvoirs beaucoup plus puissants que ce qu'elle pensait au fur et à mesure des tomes. Voilà, elle va se faire des amis, elle va évoluer dans ce monde, elle va essayer de se faire à cette nouvelle situation. C'est plein de rebondissements, c'est très prenant, ça se lit en 2 heures, vous avez lu un tome. C'est... voilà, on rentre dans des rêves, on affronte des démons, on a des professeurs vraiment, on a l'impression que tout le monde est professeur Rogue dans cette histoire en fait. Ou Rusard. C'est Rogue, Rusard, il n'y a que des professeurs comme ça, c'est vraiment un collège assez horrible à ce niveau-là. Mais voilà, c'est un roman vraiment, enfin c'est une saga vraiment super chouette, que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui... ouais voilà, j'ai hâte de découvrir la suite. C'est pas une écriture incroyable, mais ça se laisse lire tout seul, c'est super prenant. Et je termine avec Ce rêve bleu, donc c'est un Twisted Tales, donc une réécriture de conte, enfin une réécriture de Disney ici, par Liz Braswell. Alors les Twisted Tales, j'avais très peur de me lancer dedans parce que je sais pas pourquoi, j'avais les préjugés que c'était des livres mal écrits. Voilà, vraiment des livres, j'avais très peur d'être déçue. D'autant plus qu'Aladin c'est mon Disney préféré et du coup j'avais très peur de me lancer là-dedans parce que j'avais peur de voir ce que l'autrice avait fait de mon Disney préféré. Et au final j'ai été très agréablement surprise, c'était vraiment génial.
Alors ici en fait ce qui change dans cette histoire c'est que du coup tout est pareil jusqu'au moment où Aladdin va dans la caverne des merveilles. En fait donc on a Abu qui va toucher le trésor, la caverne des merveilles va voilà, s'écraser sur lui, etc. Et au moment où normalement Abu arrive à s'emparer discrètement de la lampe du génie, à la reprendre à Jafar, en fait là ici il va pas la prendre. Donc Aladdin va se retrouver dans cette caverne des merveilles sans lampe et Jafar va repartir avec la lampe avec lui. Et en fait on va rentrer un peu dans une dystopie avec Jafar qui va prendre le pouvoir. On a vraiment du coup la fin de Aladdin dans les tout premiers chapitres, donc Jafar qui prend le pouvoir, qui se débarrasse du sultan, qui veut épouser Jasmine, etc. Et en fait du coup on aborde vraiment toute la politique, toute la révolte, tout ce peuple qui essaye de reprendre Agrabah, qui essaye de mettre, de se débarrasser de Jafar. Et on aborde vraiment du coup on apprend à découvrir un peu mieux la société d'Agrabah, vraiment le peuple, à vraiment mieux découvrir le peuple, à découvrir toute cette caste de voleurs, à en apprendre plus sur cet Agrabah pauvre, cet Agrabah affamé. C'est très politique, c'est très réfléchi, c'est vraiment très intelligent. On a des personnages aussi qui sont très fouillés, on en apprend plus sur le passé d'Aladin par exemple. On a une Jasmine qui n'est pas parfaite, qui elle aussi peut pencher un peu parfois vers la magie noire. Voilà, c'est vraiment très intéressant. Ici on se concentre plus vraiment sur la révolte. Et c'était vraiment génial. Après en fait j'ai eu l'impression de lire un Aladdin mais pour les adultes, parce que là ne lisez pas, enfin ne faites pas lire ça aux enfants, c'est vraiment très sombre, c'est vraiment très dur. On a des gens qui meurent mais de manière assez atroce, avec des têtes décapitées, enfin voilà, on a énormément de morts dans ce livre là, c'est très triste par moments. Et voilà, on n'épargne pas du tout le lecteur, hein, genre voilà, dès le début c'est très sombre, très violent. Mais j'ai trouvé ça très intéressant et alors j'ai été aussi très étonnée par l'écriture parce que c'est une écriture très descriptive. On a des dialogues, hein, mais c'est pas ce qui prédomine dans le roman. Et voilà, c'est une écriture vraiment très immersive qui prend vraiment le temps de nous décrire l'univers, de nous décrire Agrabah, de nous expliquer comment ils vont se révolter, d'expliquer la magie. Et c'était super original parce que même le génie, c'est pas le génie qu'on connaît, c'est un génie très différent. Qui me fait peut-être un peu plus penser au génie du film en fait, du film qui est sorti il y a 2-3 ans, je sais plus. Voilà, c'est vraiment, j'ai été vraiment très ravie par ce roman, par cette découverte, et ça m'a clairement donné envie de lire tous les autres Twisted Tales. J'en ai un autre déjà sous la main, je sais pas où il est, mais je crois que c'est celui sur la méchante dans Blanche-Neige, voilà. Mais du coup ça je vais le lire assez vite et j'ai envie de tous les lire. Après je sais qu'il y en a qui étaient pas... je crois que celui de la petite sirène par exemple a pas une très bonne note et voilà, je vais voir lesquels je vais lire. On m'en a déjà conseillé plusieurs mais clairement ça m'a donné envie de tous les découvrir et voilà, c'est c'est ma dernière lecture du mois de la fantasy et ça a très bien clôturé le mois. Donc voilà, c'est tout pour ce challenge. J'ai vraiment fait de chouettes découvertes. Au final, il n'y a qu'un livre que je n'ai pas aimé. Le reste, ça a été vraiment que des très chouettes, voire excellentes lectures, voire coup de cœur pour le désert des couleurs. N'hésitez pas à me dire si vous avez participé à ce challenge, combien de livres vous avez lu, si vous avez lu certains livres que j'ai lus, si ça vous a plu. Voilà, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, ça fait toujours plaisir et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!